je m'appelle Emmanuel Guerriero, je suis le président de Emissive et on est une société spécialisée dans la création d'applications et de contenus immersifs en temps réel et interactif. On est une société basée à Paris et ça fait 10 ans qu'on existe. Alors, pour moi, les casques Oculus Rift et HTC Vive, en effet, sont ceux qui font le plus rêver. Ils éveillent vraiment un intérêt chez les gens. Il y a une presse qui est très forte. Ça a été identifié comme un des sujets principaux de cette année. Je crois que c'est numéro 1. Numéro 2, c'est les drones. Donc, on sait que c'est un sujet dont on va beaucoup parler. Et que l'intérêt des gens est très grand. Alors après, ils ont une première approche souvent par des cardboards ou dans des magasins, on peut essayer les Samsung, etc., qui sont une première approche. On se rend compte que c'est déjà bluffant. Mais je pense que ça va passer beaucoup par un bouche à oreille, donc on a besoin d'éveiller un intérêt, d'éveiller une curiosité et de pousser les gens à aller essayer ces casques. Et je pense que vraiment le lien vers le grand public se fera via les consoles de jeux vidéo qui ont un impact énorme sur des prix plus accessibles et sur une première expérience de très bonne qualité. Donc dans la réalité virtuelle, pour moi, il y a vraiment deux catégories. Il y a les films 360 degrés, qui sont une première approche qui est basée sur un savoir-faire actuel, qui est tourner une scène avec une caméra qui a une vision 360 degrés, donc il faut s'adapter sur la mise en scène, etc. Mais on ne bouleverse pas vraiment nos habitudes. Donc ça permet de sortir du contenu assez vite. Par contre, tout ce qui est vraiment immersif, c'est-à-dire qui permet de se déplacer, d'interagir avec les objets, et donc d'avoir une sensation de présence en face de nous, qu'on n'a pas forcément avec les films 360 degrés, qui sont souvent un peu comme des géodes qui nous entourent, des images qui nous entourent. Là, si on voit un objet, qu'on s'en rapproche, on le sent vraiment devant soi. Donc il y a une vraie rupture en termes de sensations, et il faut revoir totalement la narration. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau pour le jeu vidéo. On voit que des concepts qui sont potentiellement assez faible en jeu vidéo classique, comme être sur un point de vue fixe et tirer sur une armée de zombies qui nous attaque. Bon, c'est un peu faible en jeu normal. Là, ça devient le jeu génial parce que tout d'un coup, le corps est mobilisé, qu'on doit se cacher derrière un obstacle et que ce gameplay simple reprend une valeur très différente avec les casques. Donc, c'est un sujet nouveau pour les jeux vidéo, mais ça en est tout autant pour l'industrie et pour le marketing, qui sont des sujets très importants. Pour moi, les raisons principales, c'est que c'est très intuitif. Je mets le casque, donc bon, pour l'instant, on a des manettes qui nous permettent de voir la main, peut-être qu'un jour on les aura plus. Donc si je prends un objet, j'ai pas à faire contrôle-clic ou je tends la main, je prends l'objet et j'ai pas besoin d'explications supplémentaires. Donc je peux expérimenter des technologies très avancées, même si j'y connais rien et que c'est la première fois que je mets le casque. Donc pour moi, c'est la nouveauté. Première fois qu'on prenait un iPad, c'est une technologie très avancée, il y avait quand même un petit temps d'adaptation. Là, il est encore réduit, donc on se rapproche encore des usages vraiment universels. Donc je pense que ça va aller bien au-delà du jeu vidéo. C'est ça qui est intéressant, tous ces univers vont s'enrichir. Le jeu vidéo, comme d'habitude, est assez moteur sur les nouveaux usages, donc ils vont assez vite, il y a des moyens importants, et sûrement que la formation va s'en inspirer. Le marketing, d'être plongé dans un univers d'une marque, c'est très très puissant aussi, donc tout ça va influencer les autres secteurs, et je pense que tout le monde va explorer ces nouvelles possibilités. Alors, les usages, déjà, basiquement, il faut comprendre qu'on peut remplacer le réel. Donc pour la formation déjà, tout ce qui est formation, à commencer par avoir un corps humain devant soi pour les étudiants en médecine. C'est sûr qu'on va diminuer le nombre de corps réels qu'on doit utiliser pour la formation, qui était le seul moyen avant d'être confronté à un cas. Donc ça c'est valable pour la médecine, pour tout ce qui est des manutentions autour d'objets réels où je dois tourner des tuyaux, brancher des connexions, y compris dans des scénarios dégradés, donc en situation dégradée comme un début d'incendie, de la fumée, quelque chose qui a été mal branché. Donc on peut vraiment aller très loin dans ces scénarios sans mobiliser du matériel qui est souvent coûteux. Donc la formation, c'est évident, c'est un gros axe.
Tout ce qui est collaboratif, donc là ça peut être autour du design, conception de produit, à réunir l'ingénieur, le designer qui est aux États-Unis, l'ingénieur qui est dans l'usine de production en Chine, et discuter tous ensemble de manière très naturelle autour de l'objet, voir directement l'impact du design sur le reste. Donc ça fonctionne très bien. Donc moi je connais moins bien le casque Sony. Il a ses avantages. Je pense qu'il y a une technologie très intéressante qui fait qu'il y a moins besoin de fournir, on a besoin de moins d'images secondes, donc c'est un peu moins contraignant pour la plateforme, parce qu'ils ont une technologie qui interpole entre les images et qui du coup permet d'éviter le motion sickness, même avec des performances un peu moindres. Donc ça c'est très intéressant. C'est un device aussi avec des quantités de production énorme. C'est Sony qui est un gros groupe qui maîtrise très bien cette production, donc ça permettra une bonne démocratisation, je pense, plus intéressante que les cardboards, parce que là on va vraiment se rapprocher d'une expérience de très très bonne qualité. Du coup je pense que ça sera un bon axe d'entrée. Il faut que je le compare, que je le teste pour vraiment prononcer. Là je vois que c'est très complémentaire avec le reste. Chacun a ses petits avantages et inconvénients. Pour schématiser HTC Vive, voilà, on peut se déplacer dans une pièce et on est debout, et c'est vraiment axé sur une immersion totale dans une pièce de 4 mètres sur 3, enfin, ou un peu plus, 4 mètres sur 5. Et Oculus, on peut être debout, mais le scénario optimal c'est en situation desktop, donc ce qui est très intéressant comme challenge aussi. Et Sony, ça va être ce scénario-là, avec peut-être d'autres avantages et inconvénients, mais probablement que ça sera très simple à mettre en œuvre. Je trouve que c'est une question intéressante. Souvent on nous demande d'expliquer, les gens arrivent, nous disent bon ben qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. En vrai, les différences vont devenir assez faibles avec le temps. Ce que je veux dire, c'est que la réalité virtuelle, j'ai un monde virtuel dans lequel je suis plongé et chaque mouvement est vraiment reproduit parfaitement. Donc on cherche à avoir le monde virtuel qui est vraiment calé sur mes mouvements, c'est-à-dire sur le monde réel, mais je ne vois que le monde virtuel. Donc je suis entièrement immergé. Et la réalité augmentée, il me faut cette même synchronisation parfaite, parce qu'en plus là ça se superpose au monde réel, donc je vois s'il y a un décalage. Donc j'ai un objet qui apparaît devant moi, donc nous on développe aussi sur HoloLens, qui est une approche un hologramme que je rajoute sur l'environnement. Si cet hologramme a grandi et puis prend tout mon champ de vision et le masque complètement, ben ça y est, je suis en réalité virtuelle. Je suis passé l'un à l'autre sans m'en rendre compte. Sur HoloLens, on ne peut pas encore le faire, puis c'est pas le concept, vu que le champ de vision est un peu plus réduit, mais à terme, on peut imaginer que ça se rapproche et qu'on pourra, si quelqu'un s'adresse à moi en face, ben, le monde virtuel va un peu s'estomper, puis je vais voir la personne telle qu'elle est en face de moi, et puis si je vais être vraiment immergé pour une phase, je vais être complètement immergé. Donc aujourd'hui, la réalité virtuelle a un peu d'avance, en tout cas ça commence à être vraiment très au point. La réalité augmentée, les produits sont en train d'arriver. HoloLens, c'est cette année, ça va arriver un peu plus en fin d'année. Il y a des promesses merveilleuses, Magic Leap, etc., qui ont l'air extraordinaires. Il y a un petit décalage en année, bon, c'est un peu plus pour l'année prochaine. Voilà, ce sont des usages différents. C'est vrai que c'est génial. La réalité augmentée, l'intérêt c'est la mobilité. Je mets un casque, donc c'est le concept HoloLens, je me déplace dans un bâtiment et j'ai plein d'informations qui sont contextuelles. Ça peut me permettre de faire une visite d'appartement avec des simulations d'ameublement, casser un mur, avoir des retours d'un cabinet d'architecte qui est situé ailleurs, qui déplace des choses que moi je vois en temps réel. Et la réalité virtuelle, ça serait visiter cet appartement, mais depuis New York alors qu'il est à Paris, et d'être complètement immergé. Donc ce sont des choses qui vont très bien ensemble. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Microsoft n'est pas du tout fermé à faire des scénarios où ces choses sont complémentaires et communiquent entre elles, tout comme HTC essaie de promouvoir ces nouveaux usages, et toutes ces connexions sont plutôt bénéfiques à un écosystème global. Bon, les premiers retours sont juste les notes parce qu'on est encore en développement, donc c'est plus l'équipe en interne.
Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des sceptiques et des enthousiastes, comme dans toutes les équipes. Je suis plutôt dans le clan des enthousiastes en général. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le changement de paradigme par rapport au fait que c'est entièrement mobile, on le met, ça démarre tout de suite, c'est hyper, on sent que le produit est quand même prévu pour un déploiement simple et en entreprise principalement, ça s'intègre au réseau d'une manière très fluide. Donc c'est vraiment prévu pour un déploiement plutôt business, et puis étant donné le positionnement aussi en termes de coût, voilà, ça correspond plus à ça. Donc nous on est en train d'évaluer différents scénarios, la capacité de calcul, jusqu'où on peut aller dans le réalisme, etc. C'est une plateforme mobile. Donc je sens qu'il y a, c'est une première étape très intéressante. Et il y a des gens qui préfèrent ça, qui trouvent que c'est plus bluffant que le HTC Vive, alors que pour moi le HTC Vive c'était déjà complètement révolutionnaire. Donc j'ai du mal à trancher entre les deux. Je pense que j'ai besoin d'expérimenter plus. Là on avance sur des scénarios, ça fait 4 mois qu'on travaille, et donc il faut pousser ces scénarios, les tester, l'aspect collaboratif pour qu'on se les approprie. Ce sont des outils très puissants qu'on a entre les mains, donc évidemment ce sont des outils très bien, et il faut à nous de faire des usages, de démontrer des usages qui sont en vraie rupture avec ce qu'on faisait aujourd'hui. Donc je dirais qu'on est plutôt enthousiaste sur ce genre de technologie. Il y a des limitations et il faut faire la part des choses entre les limitations à la sortie du produit et les limitations qui sont plus dans les prochaines années, qui vont rester sur les prochaines années. Mais c'est déjà très puissant et ça fait rêver. Alors, bon, tout le monde parle de la définition des écrans qui va s'améliorer, je n'en doute pas. Pour moi, le principal frein chez les gens, c'est qu'ils ont ces images des gens qui ont le casque, qui ont l'air d'être enfermés sur eux-mêmes, dans leur bulle. Et c'est pour ça que je dis essayez-le, c'est pas du tout le ressenti qu'on a. Et même là, on est dans un espace qui est assez restreint. Si je mets le casque, je peux être dans une plaine et vraiment respirer, même avoir cette sensation d'espace. Donc pour moi, c'est plus ce qui manque un peu, les développements qui sont d'ailleurs déjà en train d'être faits, c'est sur la communication. Déjà, communiquer facilement avec les gens autour de moi. On voit HTC a mis en ligne une vidéo qui montre un peu le scénario, la bande d'amis, il y en a un qui met le casque, trouver une collaboration avec les gens qui sont autour. On a un plaisir par procuration quand on voit quelqu'un qui l'utilise, on a envie de l'essayer, donc il y a quelque chose d'assez communicant même dans ce scénario-là. Mais il faut le creuser encore plus, permettre des scénarios avec 2 personnes qui ont un casque et qui communiquent avec des personnes qui sont encore à distance. Donc tout ce qui favorise la communication, voir son corps, donc bon, actuellement on voit juste les manettes, il y a déjà des usages qui sont faits avec des caméras temps de vol qui rajoutent des nuages de points pour se voir, pour voir les autres. Il y a la possibilité de mettre un petit module qui permet de voir ses mains, de voir les autres gens. Donc je sais qu'il y a une rumeur sur Google qui travaille sur un dispositif entièrement autonome. Ça c'est une évolution que je trouve intéressante, qui serait pour moi très complémentaire de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un casque avec quand même une puissance embarquée dédiée à la réalité virtuelle et un tracking qui est autonome, pas besoin de mettre des capteurs comme HTC Vive. Enfin, ce sont des prospections, mais c'est une évolution que je trouve intéressante. Je mets le casque, je me déplace, j'ai un vrai tracking dans la pièce et je ne suis pas limité à 4 mètres sur 5, mais je peux me déplacer plus librement. Donc ça c'est l'état de l'art, il faut juste que ce soit bien au point, et de voir d'autres gens qui ont les casques, de communiquer, de s'ouvrir et de rompre cette image de l'enfermement qui n'est pas ce qu'on ressent quand on a un casque. Donc d'ouvrir sur tout ce qui pousse à la communication, c'est très puissant, et je pense que c'est pas pour rien que Facebook investit là-dedans. Ils voient ça comme un outil de communication du futur très très performant. Je pense qu'on va économiser des billets d'avion, la télé, la vidéoconférence marche bien, il y a des choses très bien en HD, etc. Mais là, on peut se passer des objets, échanger de manière concrète. Et bon, on ne voit pas forcément le visage aujourd'hui, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément bloquant, que les gestes sont déjà très efficaces et qu'on passe beaucoup d'émotions comme ça. Donc pour moi, les améliorations, les axes, c'est autour de la communication.